Donc voilà mon titre, Etxea et Auzoa. Et là, cette photo déjà vous donne tout le thème, puisque vous avez les Etxea avec leurs bords dans un petit quartier. Alors, restons comme mon témoin de Saint-Pé, ne dites pas quartier, dit quartiera, dites Auzoa. Voilà. Alors, le monde qui s'en va et dont je vais vous parler, le monde, je vais le dire de ma jeunesse à moi, au moins pour ne vexer personne, c'était un monde où l'étier était l'abri, le moyen de subsistance, mais c'était aussi la place dans la société. On savait qu'on était de telle maison. C'était la place dans le sacré, il y avait le siège à l'église. C'était là que la maison se mettait, pour les femmes je parle. C'était aussi une identité historique. On est de telle maison parce que cette maison est là depuis XY. Alors qu'aujourd'hui, la même métier est appelée à être une structure de production, de transformation, ouverte sur le marché, ou une simple résidence, voire un lieu de loisir. Donc évidemment, le contraste est brutal, je vous le dis tout de suite. Alors d'abord, l'étier, elle est du pays de l'Euskara. Alors vous avez ici, c'est assez marrant, c'est un curé Saratar qui avait écrit ça, publié ça à Bayonne en 1808, vous voyez, essai de quelques mots sur la langue basque par un vicaire de campagne sauvage d'origine. Voilà. En voilà un, au moins, il savait de quoi il parlait, et on a vraiment envie d'être sauvage comme lui. Voilà. Alors, d'abord, première donnée, extrait du droit basque, du fort labourdien. Le fort, donc c'est notre constitution de la province, parce que je vais surtout parler du labour, hein. C'est surtout là que j'ai travaillé. Je vais parler un peu de Basson-Navarre et de Choubelo, mais pas trop. C'est surtout cette montagne labourdine qui m'a intéressé parce qu'il n'y avait pas tellement d'études dessus. Donc, la Constitution, le fort labourdin, a été enregistré au Parlement de Bordeaux en 1514, donc, mais il ne fait que mettre par écrit des coutumes qui sont très antérieures. Alors, le premier article dit, en terre de labour, chaque paroisse, alors déjà vous avez ici un premier mot, c'est que le village actuel, en fait, est une paroisse. Ou une communauté, voilà, dans le langage de l'Ancien Régime. C'est les gens qui vivent en commun, mais vivent en commun autour du sacré, et ils s'identifient la paroisse et le commun. Donc, chaque paroisse a et possède ses terres communes et voisines. Vous voyez, du reste, c'est écrit comme ça. C'est-à-dire, ce sont des terres d'Ausso. Elles ne sont pas voisines parce qu'elles sont les unes à côté des autres. Vous allez voir que le mot voisin, ça implique des droits et ça implique des devoirs qui sont déclinés du reste dans le fort. Donc, des terres communes et voisines entre tous les paroissiens d'Issel paroisse. C'est-à-dire que tous les paroissiens ont en bien commun les terres de la paroisse, de la commune. Et vous allez voir que ça va aller loin. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous approprier n'importe comment du bien commun. Donc, vous allez vous poser la question de qu'est-ce que la propriété? Et vous allez voir que le fort va vous répondre, j'anticipe un peu, en vous disant la propriété est liée au travail. Si vous travaillez, vous pouvez devenir propriétaire, sinon vous n'avez pas le droit à la propriété. Donc, le fort déjà coupe la spéculation à la racine. Donc, des terres communes et voisines entre toutes les paroisses, disait les paroisses, par individu. Et alors, dans le pays, le village, donc les terres sont distinctes et séparées des autres paroisses, comme il appert par bornes et limites. Alors il reste encore des bornes qui, par exemple, à Tritsassou, Ustaritz, etc. Donc vous avez votre territoire, vous pouvez dire ici c'est chez moi, là-bas c'est chez toi. Alors on va voir que ces bornes ne sont pas des bornes frontières avec des douaniers. Ce sont simplement des limites qui veulent dire, tu peux venir chez moi, je peux venir chez toi, parce que chez toi et chez moi, c'est limite. Il y a des bornes qui sont là. La borne n'est pas un concept douanier, frontalier, comme dans les États jacobins, ou les États-nations. Bien, voilà. Donc, 3 concepts clés, paroisse ou communauté, terre commune et voisine. Et bien entendu, derrière tout ça, il y a les tchèques qui planent, c'est évident. Bien entendu aussi, vous le verrez tout à l'heure, qui a fait le fort? Ce sont les vieux.
qui sont les vieux, les Etchessars qui sont là, et qui seront les véritables propriétaires du pays. Et là, ça va aller très mal, parce qu'à partir du XVIIe, avec les nouveaux venus, les Etchessars diront aux nouveaux venus, mais attendez, vous êtes là depuis hier, nous on est là depuis beaucoup plus longtemps, vous n'avez pas le droit d'utiliser le moulin commun, etc., etc. Et il va y avoir une bagarre au XVIIe entre ce qu'on a appelé les Nouvelins et les Etchessars, les vieux possédants. Ça va se régler par des pactes, et notamment à Ainoa, nous avons un très beau pacte, où tous se réunissent et disent, eh bien, à partir d'aujourd'hui, on est tous Ainoa, on est tous voisins. C'est fini cette histoire de Nouvelins et d'Etchessars. Bien. Alors, dans la question centrale qui se pose, puisque tout est commun, comment on peut s'établir dans le collectif? Comment fonder un habitat privé sous forme d'Etché ou d'Etchondo? Alors, la situation, eh bien, vous pouvez déjà commencer à la voir sur le terrain. Là, vous êtes au col de Mugako-Lepoa, ici, en haut d'Ainoa. Et là, vous avez donc Itsasu, puis à droite, vous avez le Bastin, etc. Et c'est là que vont se régler les faceries, c'est-à-dire les accords verbaux entre les différentes communautés, qui sont des accords transfrontaliers dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire entre les territoires pastoraux qui vont gérer en commun les biens communs. Donc, il y aura des délégués qui monteront là-dedans et signeront. Alors, vous avez ici un grand menhir couché qui porte gravé les noms d'Itsasu et Spelette, etc. C'est sur ce menhir couché que se signait la facerie, et la borne moderne, la 76, est plantée à côté de l'ancien territoire pastoral. C'est pour ça que la frontière zigzague continuellement chez nous, parce qu'elle n'obéit à aucune logique. Elle obéit simplement à l'histoire. Ce sont les territoires pastoraux qui définissent la frontière dite franco-espagnole. Alors bien sûr, au commencement, il n'y avait pas d'agriculteurs. Il y avait des gens qui naviguaient sur la montagne, et ils se sont fixés tardivement, à partir, disons, de la chute de l'Empire romain, à partir du 9e, 10e siècle, les villages ont commencé un peu à se constituer, on va voir ça. Donc, le monde qui est là, imaginez tout ça couvert de forêts, avec quelques packages, et là-dessus naviguent des troupeaux qui sont poussés par les éleveurs, et c'est pour ça les éleveurs appellent Sainak, c'est le mot qu'utilisent les gens de Guipuscoa pour appeler les éleveurs. Alors là-dessus, eh bien, voilà par exemple ici une facerie vous avez ici les deux bornes dites frontières actuellement, à l'Isuniaga. Vous avez ici la table de l'Isuniaga. Donc ici vous êtes à Sar, là vous êtes à Vera. Et ici, eh bien, le 2012, les maires des différentes communes se sont assemblés et ont signé un pacte, une facerie. Vous avez donc Asker, Etchalar, Vera, Sar, Urune et Biriatou. Donc, ils ont convenu d'un pacte qui concerne la libre circulation des troupeaux, ils excluent les races caprines des bovines, etc., etc. Voilà. Donc, cette facerie a été signée à Marainaria, comme on appelle ici, dans la forêt de Sar, en pleine nature. Et vous voyez ici que, une fois que le texte a été signé, il est lu en basque par Madame Taberna, la mairesse de Vera. Soit dit en passant, c'est quand même assez amusant, c'est un acte international lu en basque. C'est une bonne vengeance qu'on peut prendre aussi de... Ouais, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bien. Alors, une fois que voilà l'acte ici et voilà les signataires, hein, une fois que la lecture a été faite, un danseur a dansé un aurishku, puis nous avons les quelques maigres qui étaient présents avec les mères, nous avons tous chanté ensemble Agur Yaounak et on s'est dispersé. Voilà, ce n'est pas des choses qui vont faire la une de la télévision ni de TF1, mais ce sont des choses réelles qui sont des échos qui viennent de fort loin. Alors, bien entendu, au moment de la Révolution, ces terres communes ont été confisquées, sont passées dans le domaine de l'État, qui en a pris la gestion et qui les a découpées en syndicats. Alors le Labour, lui, il avait déjà vendu disons,
les paroisses et les communautés labourdines s'étaient déjà individualisées, alors que les Bas-Navarrais et les Sauletains ont gardé ces terres de pacage comme des terres syndicales, qu'ils gèrent en commun en envoyant chacun un représentant du conseil municipal. Ils ont un syndic, un trésorier, etc., etc. Ce qui fait que dans la montagne de Galassie, comme c'est le cas ici, vous voyez que la terre commune est maintenant gérée par une autorité syndicale qui doit rendre compte au préfet de ce qu'elle fait. Mais la gestion reste commune. Et vous voyez que ici, par exemple, le patron d'une maison qui était à Las, et donc à côté d'Irouléguy, il a demandé la permission de construire ce qu'on allait dire un caillolard, mais c'est un mauvais mot, une chola et une cabane, donc, et dans les terres communes du syndicat de Baïgori, au territoire de Las, donc pour y construire une cabane, et il demande donc au syndic de Valais la permission de passer l'acte de concession. Donc, si l'accord lui est donné, il pourra construire sa cabane, la cabane est à lui, mais pas la terre. La terre sur laquelle est la cabane reste au syndicat, c'est toujours de mise. C'est toujours, là, vous avez là l'écho profond de ce que vous avez vu tout à l'heure. Alors, des fois, vous avez de manière subtile, ce monde-là, vous le retrouvez. Ici, par exemple, nous sommes entre les gens de Sarre et de Véra, nous avons décidé de faire une petite fête entre nous en montagne, et vous voyez que nous avons un petit 6 kilos, et puis nous mangeons ensemble. C'est typiquement un repas de menditar. Puis vous savez, quand il faut manger au pays, la moindre occasion, c'est bon. Donc voilà, vous avez des signes ici qui vous montrent ce que pouvait être une convivialité, un règlement et une façon de vivre à l'ancienne. Alors bien sûr, en bas, qu'est-ce qui se passe en bas? En bas, on a fait des villages, on va voir comment dans ce moment. Mais on a fait des villages, mais la terre reste commune. Et là, vous avez ici extrait des archives d'Aïnoa, un texte particulièrement croustillant où le conseil municipal traîne son maire en justice. Pourquoi? Parce que monsieur Irigoyen, maire, il a joui du privilège qui consistait, il voulait un lopin de terre sur les communaux, on lui a donné, mais ici, il vous dit qu'il n'en a que la simple jouissance du fruit des châtaignes qui se trouvent sur ce lopin de terre et de la fougère s'il l'exploite dans le mois de septembre. Il n'a même pas le droit d'y spéculer dessus. Or, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Irigoyen? Eh bien, il a vendu la terre. Donc, le conseil municipal attaque en justice et demande à le destituer et à retourner, à ce que le bien commun retourne dans le bercail. Bon, c'est un état d'esprit, hein. Évidemment. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre comment ils ont construit ce pays, comment ils ont, avec ce système-là, comment ils ont fabriqué le pays. Alors, le pays, pour l'étudier, eh bien, je vous propose une grille, le bosque le veau. Vous avez là, ici, le milieu des pêcheurs, Costaldea, la côte, là. Puis, vous avez ici le bas pays. Alors, le bas pays, il n'y a pas de nom. On n'a pas de nom pour le... Alors, moi, je l'ai appelé Mendisola parce que, sous l'impulsion d'un ami Garastar qui me dit, appelle ça Mendisola, tout le monde comprendra. Donc, voilà. Ça, c'est le bas pays, parce qu'il y en a qui appellent ça la plaine. Mais vous trouvez des plaines au Pays Basque, quand même, il faut faire fort. Alors, ici, vous avez Ainoa, donc vous avez Carica, qui est le bourg. Ça, c'est un nom générique. Et puis Campagna, là où ils sont, les paysans sont là. Et puis ici, vous avez Mendia, où il n'y a pas les terres cultivées, vous voyez. Ici, vous avez des bordes. Là. Et puis, vous avez de la lande, de la réa, ici. Hein. Donc, voilà. Vous avez donc, on va laisser tomber les marins. On va regarder le bas pays et la montagne. Alors, maintenant, si vous regardez le bas pays et la montagne, vous voyez que c'est facile. Vous avez ici deux zones. Vous avez la zone d'en bas où se trouvent les artisans avec les gros propriétaires. Et en montagne, vous avez des habitats de plus en plus éphémères, de plus en plus instables, de plus en plus saisonniers. Alors vous avez les bordaldés, vous avez les étables ou les bords de Barouki, vous avez les ardibordas qui sont les bergeries, et sur l'étage tout à fait en haut, vous avez ce qu'on appelle les caillolards. Mais caillolards, c'est pas un mot utilisé ici, hein, c'est zechola. Donc c'est les packages. Voilà, l'estive, si vous voulez. Donc voilà. Donc ici,
juste un petit mot pour vous dire qu'en bas, les Etchessar et les grands propriétaires qui vont constituer de petites oligarchies paysannes vont s'accaparer les bonnes terres ici en bas et repousser ici dans la montagne les bordaries, et vous allez tomber là sur la classification sempiternelle que vous connaissez bien, enfin que l'on connaît bien du début du siècle, où il y avait d'un côté, dans les villages basques de montagne, que ce soit au Labour ou ailleurs, vous avez les plaçatars et les bordaries, qui vont se convertir après, vous là-dedans, dans cette espèce de magma, vous pêcherez les chouris et les gorilles, etc. Vous avez tout un théâtre qui se met en place, là derrière. Alors, comment ils ont colonisé la montagne? Eh bien, c'est très compliqué, on n'a pas idée, mais enfin, je pense en avoir trouvé une, c'est par le système des charolles. Alors, vous avez ici des grands, on appelle ça des chels en guipuscoa. Le mot n'existe plus chez nous, mais il existe dans les documents officiels de l'entrée du 19e. S-E-L, Celes, les Celes. Alors, ce sont des immenses surfaces parfaitement circulaires. Vous voyez, vous avez, voilà une maison à côté. Vous voyez, celui-ci doit faire de l'ordre de l'hectare à peu près. Ces cercles sont rigoureux. C'est-à-dire que quand ils ouvraient un shell, eh bien, il y avait un représentant de la junte de Biscaye haute qui venait et qui mesurait le shell et qui regardait s'il y avait un rapport de 3,1416 entre la circonférence et le diamètre. Donc, c'est vous dire que la police était stricte à telle enseigne que le shell était devenu une unité de mesure de l'espace dans la Biscaye et le Guipuscoa jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, chez nous, on a un peu la même chose, mais comme c'était beaucoup plus laxiste, ils sont devenus un peu patatoïdes, vous verrez, mais celui-là est bien joli, il est en galassie, celui-là, il a été agrandi, il y en a deux qui ont été accolés côte à côte, et là, aux surprises, à Sarre, devant chez moi, alors qu'il n'y a pas une seule prairie ronde, eh bien, la semaine dernière, ils ont fait un brûlis, et ils ont commencé à le faire en rond. Alors que je vous jure que sur cette face de montagne, il n'y a pas de prairie ronde. Je la connais comme le fond de ma poche. J'en profite pour dire ça, que ceci, c'est lourd RCA. C'est le brûlis, et non pas l'écobuage, comme le dit ce misérable Sud-Ouest et toute cette presse qui ne connaît pas, qui ne sait pas de quoi elle parle. L'écobuage, c'est l'abaki, ou l'ourbéritois, c'est-à-dire c'est dépierrer, créer une prairie. Ça, c'est lourd RCA. On a deux mots en basque, c'est le brûlis, ça. Ça nettoie la montagne, si vous voulez, en gros. Voilà. Alors vous avez ici, j'ai fait cette étude du peuplement dans la Noario de Eusko Folklore, et vous voyez bien ici sur ce segment, les paysans, les agriculteurs qui sont en bas sur des champs réticulés, et qui sont en train de monter ici, et dans la montagne vous avez les restes un peu patatoïdes, des anciens charolles circulaires, et avec ici le libre parcours, parce qu'évidemment il fallait que les animaux circulent, donc, et vous les voyez gagner progressivement sur le flanc de ces montagnes-là, en agglomérant ici d'anciens charolles circulaires là-dedans. Je laisse tomber. Voilà à peu près comment les choses se sont faites. Alors, ici, quand on monte sur les hauteurs d'Elizondo, on voit très bien le chemin avec les bordes. Les bordes montent avec leurs prairies associées, vous voyez. Vous n'avez qu'à suivre le chemin, hein, c'est facile. Et puis là, vous arrivez à la dernière borne. Il n'y en a plus haut. Pourquoi? Vous demandez, on va vous dire pourquoi? Parce que la neige y reste, c'est pas commode, ou les pentes sont trop dures, ou il y a trop de pierres, on n'y va pas. Donc, ce qui fait que, au-delà de ça, vous avez ici les installations dont je viens de vous parler, les charolles, avec les bordes qui sont en haut. Et à l'étage complètement en haut, vous avez en ruine les écholas, les anciens caillolas. Voilà, donc, les trois niveaux sont parfaitement visibles pour tout promeneur. Ici, c'est particulièrement net. Donc, ce qui fait qu'on comprend comment, petit à petit, un habitat a pu se constituer, et les gens ont dû se regrouper relativement pour ne pas rester paumés dans ces fonds de montagne. Et vous voyez ici à Inoa, par exemple, près du col Irukurutse, là, vous avez quelques bordes qui sont groupées et qui donnent une amorce de quartier ici dans ces hauts de montagne. Et
avec des gens qui avaient des styles de vie très particuliers. Et le patron de l'une de ces maisons a été l'un de mes informateurs, et j'ai pu comme ça avoir un peu une idée de ce qui se passait dans le Labour de l'entrée du siècle. Alors vous avez ici le quartier Okinawa, à Ainoa, pareil, vous voyez, vous avez des regroupements dans des fonds de montagne comme ça, mais il faut imaginer que tout le reste était lourdement boisé à l'époque où ces quartiers se sont faits. Et là, eh bien là, vous avez ce qu'on appelle un Naoso. Voilà un Naoso. C'est Cartiera, si vous voulez. C'est ça. Donc, Lecce est indissociable de la notion de Naoso. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. C'est évident. Et là, ici, là, vous avez une véritable Lecce, puis le reste sont des bords habités. Alors, les bords sont en train de se transformer en Lecce. Alors, ici, dans le bas pays, vous avez ici le quartier Ialar qui vous donne une bonne image avec un habitat seigneurial. Vous avez la maison seigneuriale à Rocha, ici, et l'espace qui a été loti par le seigneur au milieu des bois, ici. Donc, maintenant, ça forme un quartier de Sarre. Et vous avez ici les prémontrés d'Ourdax qui ont acheté Sougaramourdi et qui l'ont loti et colonisé. Donc, vous avez des habitats qui, autoritairement, ont été faits soit par des paysans, soit par des seigneurs, soit par l'Église. Alors, il faut mettre tout ça après en place, je laisse tomber pour le moment. Alors, ce qui fait que, quand vous regardez le pays, vous vous rendez compte à ce moment-là que le pays est formé que vous prenez un village, voilà Ainoa ici, Ainoa est formé de quartiers. Alors là, les quartiers ont été redessinés sous le mandat de Philippe Aspirote, et vous avez ici une chose qui va vous sauter aux yeux, c'est 3 croix rouges, ils les appellent les Kouloutsegori, elles sont encore en place dans le village. Ces 3 croix rouges sont alignées et manifestement datent de l'époque où la Bastide a été fondée au Moyen-Âge, très vraisemblablement. Ça n'a rien à voir avec des croix de rogation ou des croix chrétiennes. Ici, vous avez le monastère, le monastère d'Ourdax. Donc, l'idée qui va maintenant être derrière, c'est que tout ceci, ce sont des Aousso, et l'idée qui est derrière, on va la prendre chez Dassens, ce qu'on appelle un village, c'est une fédération d'Aousso. Et on va essayer de vérifier ça, et vous allez voir, ça se vérifie parfaitement. Alors voilà, par exemple, ici, un noyau, c'est El Chochpia à Sarre, au quartier El Baroun. Vous avez ici la chapelle et la croix, donc vous imaginez que quelques maisons ici agglomérées autour ont commencé à constituer un petit quartier. S'il se développe, il deviendra village à son tour, allez savoir. Et puis ici, vous avez le quartier Sainte-Catherine. Vous avez la fête au quartier Sainte-Catherine, et à la sortie de la messe, les gens du quartier offrent un pot aux gens qui sont allés à la messe, et donc vous avez ici, sous le porche, les gens du quartier qui nous offrent une bonne collation. C'est la fête de leur village, c'est la fête, de leur village, j'allais dire, c'est la fête de leur quartier. Voilà. Ce qui fait que le Pays Basque est une société d'Aousso, une société donc de gens qui ont fondé leur système de vie sur le voisinage, la vecindad. Et vous avez là, certainement, le plus beau texte qui n'ait jamais été écrit. C'est un juriste, Bonifacio de Echegaray, de notre société d'études basques Eusko et Kaskuntza, a fait là une étude phénoménale sur la vecindad. La vecindad est donc une entité autonome qui va se fédérer, vous allez le voir, avec d'autres pour faire un village.